Peut-on vraiment bouleverser le cours du monde par la seule force de 7 mots? Cette question, à la fois simple et vertigineuse, mérite un examen patient et approfondi. Car parfois, une phrase suffit à faire trembler des empires, à fissurer des certitudes, à réveiller des peuples entiers. Mais comment, concrètement, cela se produit-il? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses de l'histoire et de l'actualité brûlante. C'est le pari d'Ibrahim Traoré, capitaine burkinabé, lorsqu'il s'est dressé face à l'Assemblée générale des Nations unies. En ce jour d'automne, la salle était saturée d'attentes, de calculs, de regards figés sur les pupitres lustrés. La voix ferme, il a lancé une phrase qui a traversé les murs de la diplomatie. « L'Afrique ne vous doit rien. Vous nous devez la vérité. » Un silence coupant a immédiatement envahi la salle. Ni les protestations, ni les applaudissements ne sont venus briser ce vide. Plus oppressant qu'une détonation, ce mutisme a figé diplomates et chefs d'État, suspendant le monde entre stupeur et malaise. On aurait dit que le temps lui-même avait cessé de s'écouler, que chaque respiration était comptée. Mais ce n'était pas un silence innocent. Il recelait la tension de décennies d'injustices étouffées, concentrées en quelques secondes. Par ces mots, Traoré venait de fissurer un système ancré dans la dette et la dissimulation. Ce moment rappelle d'autres instants historiques, le « I have a dream » de Martin Luther King, le « Ich bin ein Berliner » de Kennedy, ou encore le discours de Patrice Lumumba à l'indépendance du Congo. À chaque fois, une vérité nue, prononcée à voix haute, met en danger l'ordre établi. Sous cette chape de mutisme, une mécanique invisible s'est enclenchée. Regards échangés, messages codés, gestes furtifs. L'appareil du pouvoir s'est mis en branle, loin des caméras. Ce ne sont pas les coups d'État qui fragilisent l'ordre mondial, mais le vide sonore laissé par une vérité trop longtemps retenue. Ce fut le cas en 1956, lorsque la Hongrie osa défier l'Union soviétique. La riposte fut implacable, mais le monde ne fut plus jamais tout à fait le même. Ignorer ce moment, c'est prendre le risque de perdre plus qu'un équilibre précaire. C'est jouer la souveraineté d'un peuple, sacrifier sa dignité, brader sa capacité à s'indigner face à l'injustice planétaire. Chaque silence imposé devient une tentative de marchandage de la voix collective. En 1944, les accords de Bretton Woods ont dessiné un ordre financier mondial. Aujourd'hui, la voix d'un capitaine africain suffit à brouiller ses fondements. Mais comment 7 mots, lancés sous les yeux du monde, ont-ils pu déclencher un tel séisme? Que s'est-il vraiment passé dans cette salle ce jour-là? Pour le comprendre, il faut revenir à cet instant et lire entre chaque regard, chaque geste, chaque silence. Imaginez une salle où, soudain, même le souffle des traducteurs se suspend, où la moindre goutte d'eau tombant dans un verre paraît assourdissante. Avant de revivre cette scène, il faut saisir ce qui se jouait vraiment derrière ces mots. Car au cœur de la salle, l'histoire de toute une région s'est cristallisée. L'Afrique n'est pas venue quémander, mais réclamer justice. Ce n'est pas une supplique, mais une exigence posée au centre du monde. Pourquoi l'Afrique semble-t-elle toujours au bord du gouffre financier? Pourquoi la menace d'une crise de la dette plane-t-elle, année après année, sur des millions de vies, comme une épée invisible qu'aucun vote ne peut écarter? Derrière chaque sommet international, chaque visite du Fonds monétaire international, se joue une vieille histoire. Celle d'un continent prisonnier d'un héritage colonial, où la dette pèse comme une mémoire vivante. Au lendemain des indépendances, l'Afrique n'a jamais vraiment brisé ses chaînes financières. Elle a hérité de dettes contractées sans consultation, souvent sans bénéfice réel pour ses populations. Ces montants, inscrits en milliards sur le papier, ont signifié des écoles jamais ouvertes, des hôpitaux inachevés, des routes de poussière et des promesses non tenues. En 1960, le Ghana indépendant hérite de la dette coloniale, tout comme l'Algérie ou le Congo. Ces dettes, issues de construction de ports ou de voies ferrées servant à l'exportation de matières premières, n'ont guère profité à la population locale. Chaque négociation avec Paris, Londres ou Washington rappelle que le crédit n'est pas une faveur, mais un levier de pouvoir.
Les gouvernements africains composent avec des créanciers qui n'oublient rien et exigent toujours plus. Le Fonds monétaire international, arbitre autoproclamé de la stabilité mondiale, avance masqué derrière son langage technique et ses missions d'experts. En 1994, la Côte d'Ivoire a dû privatiser ses services de santé pour obtenir un rééchelonnement de sa dette. Ces décisions, loin des caméras, transforment la vie de millions de familles. Derrière les rapports de mission, analyses budgétaires, recommandations de rigueur, conditions à respecter, se dissimule une réalité politique. Les décisions du FMI tracent chaque marge de manœuvre, dictent parfois le prix du pain ou le nombre de médecins à recruter. Officiellement, il ne fait que conseiller. En pratique, il surveille, il vérifie, il juge. En 1986, la Zambie a vu son budget santé réduit de moitié, sous la pression du FMI. Résultat, une génération marquée par le manque de soins. La routine des signatures de prêts, des protocoles minutieux, des conférences de presse rassurantes n'est qu'une façade. Dès qu'un doute surgit, tout s'accélère. Alerte, réunion de crise, suspicion. Les institutions financières n'ont pas besoin de menacer ouvertement. Quelques lignes dans un rapport, un simple retard dans le versement d'une tranche suffisent à installer la peur. Le contrôle n'a plus besoin d'être armé. Il est silencieux, algorithmique, d'autant plus efficace. En 2008, lors de la crise alimentaire, le simple retard d'un paiement a fait doubler le prix du riz au Sénégal en moins de 3 semaines. Ce système paraît naturel, car il s'est imposé avec le temps, jusqu'à faire croire que l'Afrique est condamnée à la vulnérabilité, incapable de décider par elle-même. Refuser d'examiner ce contexte, c'est accepter que des millions de personnes vivent sous la coupe d'une dette qui écrase toute possibilité de choix véritable. C'est la logique de la servitude volontaire, décrite par la Boétie. L'habitude fait accepter l'inacceptable. C'est dans ce décor de dépendance silencieuse que la voix de Traoré s'élève, et que l'ordre établi commence à vaciller. Une voix claire, appuyée sur l'histoire, portée par la colère tranquille de toute une génération. Il ne s'agit plus de mendier, mais de rappeler une évidence. La vérité, et non la dette, doit être la base de toute relation internationale. Mais qu'a-t-il dit, exactement, pour que le monde retienne son souffle? Avant d'y répondre, il faut comprendre ce qui se joue, chaque fois qu'un responsable africain s'adresse à l'ONU. Ces discours sont souvent attendus comme des plaidoyers pour l'aide, la stabilité, la sécurité. Mais ici, c'est un rappel à l'ordre moral, un renversement du rapport de force. Et si la vraie punition venait des chiffres, pas des fusils? Après les 7 mots d'Ibrahim Traoré à l'ONU, la réponse n'a pas claqué dans les rues, mais s'est glissée partout. 3 jours à peine, et déjà le pays sent l'étau. Ni soldats, ni sirènes, mais des écrans saturés de chiffres rouges, des notifications muettes. Ce scénario rappelle celui de la Grèce en 2015. Un référendum contre l'austérité, et aussitôt des pressions bancaires, des retraits massifs, des files d'attente devant les guichets. Les premiers signes sont presque invisibles. Délais étranges sur les fonds promis, incidents techniques répétés à voix basse, puis un silence glacial. Les agences de notation, habituellement prudentes lors des tempêtes politiques, frappent sans préavis. La note du pays s'effondre. Moody's, Fitch, toutes modifient la perspective de stable à négative, invoquant de nouvelles incertitudes. Les banques locales resserrent leurs filets, moins de crédit, accès au dollar limité, importateurs étranglés par des exigences inédites. En moins d'une semaine, les prix du riz et de l'huile bondissent, la monnaie s'effrite. Un cas similaire s'est produit en Argentine en 2001. Après des désaccords avec le FMI, le peso s'est effondré, provoquant une crise sociale majeure. Officiellement, tout est fortuit. Le FMI évoque un contexte international, une vigilance temporaire. En coulisses, des documents s'échappent, mémos internes recommandant la containment, la surveillance accrue des États à risque. Des directeurs de banque reçoivent des consignes, réduire l'exposition, limiter les prêts, tout en affichant la neutralité. Cette mécanique froide, déjà vue durant la crise asiatique de 1997, fonctionne sans bruit,
mais avec une efficacité redoutable. Derrière cette mécanique froide, c'est la population qui encaisse. Dans les hôpitaux, des services s'arrêtent faute de médicaments ou d'électricité. Les enseignants attendent des salaires qui ne viennent plus. L'inflation, concept lointain pour les experts, devient un cauchemar concret. Chaque semaine, le panier se vide un peu plus. À Harare, en 2008, une inflation incontrôlée a réduit la valeur des salaires à néant, poussant des familles à la survie quotidienne. Ce qui se joue dépasse les taux d'intérêt. Il s'agit de survie, de dignité, de cohésion sociale. Quand le prix du pain double, la colère monte. Quand les écoles s'assombrissent, c'est l'avenir qui s'effondre. Un État peut-il mourir sans bruit? Oui, si on l'asphyxie financièrement, loin des projecteurs. Ce type de mort lente, invisible, fut déjà expérimenté par Cuba lors de l'embargo américain, ou par l'Irak sous sanctions internationales. Pourtant, au cœur de l'épreuve, quelque chose germe. La pénurie divise, mais elle rapproche aussi. Des réseaux d'entraide émergent, des voix se lèvent. La question hante les nuits de Ouagadougou. Face à ce système invisible, la résistance est-elle possible, ou le sort est-il déjà scellé dans des serveurs lointains? Mais parfois, l'étouffement révèle des forces insoupçonnées. Cette nuit, une voix anonyme sème la première graine d'un contre-pouvoir. Dans une ruelle, des étudiants distribuent gratuitement du pain. À la radio, une infirmière raconte comment elle a improvisé une pharmacie de fortune. Le tissu social, menacé de rupture, s'invente des solutions inédites. Quand tout s'effondre, sur quoi peut-on encore miser? Il faut alors se tourner vers l'histoire. En 1940, le Royaume-Uni, isolé face à l'Allemagne nazie, a tenu grâce à la mobilisation de toute la société. Jardin collectif, rationnement juste, organisation communautaire. De même, face à l'adversité financière, le peuple burkinabé découvre sa propre résilience. Après le discours d'Ibrahim Traoré, un silence lourd s'installe. L'incertitude plane sur chaque foyer, chaque institution, car la pression financière est partout, diffuse et implacable. Pourtant, l'histoire retient son souffle. À chaque crise, une minorité ose défier le destin. En 1989, les peuples d'Europe centrale ont brisé le rideau de fer en quelques mois, malgré la peur et la répression. À Ouagadougou, Traoré réunit ses alliés du Sahel. Pour la première fois, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger se retrouvent non pour demander de l'aide, mais pour sceller une alliance. Leur pari, la souveraineté ne peut s'arracher qu'ensemble. Ils signent un pacte inédit, fondé sur la solidarité. Ensemble, ils annoncent la création d'un bloc financier prêt à suspendre tous les paiements jugés non essentiels aux créanciers extérieurs. C'est un acte de défi, une prise de risque où la survie collective prime sur la peur d'être isolée. Ce geste rappelle la création de l'OPEP en 1960, lorsque des pays producteurs de pétrole ont osé défier les grandes puissances pour reprendre le contrôle de leurs ressources. En moins de 48 heures, la nouvelle secoue la planète financière. Les agences de notation réagissent aussitôt, abaissant la note des 3 pays. Les réseaux sociaux s'embrasent. Mais, contre toute attente, la Russie et la Chine offrent leur soutien, non pas par conviction, mais par calcul stratégique. Les chancelleries occidentales s'alarment, tandis qu'un nouveau récit africain prend forme et circule, relayé par une jeunesse avide d'émancipation. Pour la première fois depuis des décennies, l'idée d'un avenir sans tuteur, d'un espoir sans condition, devient palpable. En 1955, à Bandung, la naissance du mouvement des non-alignés avait déjà marqué un tel tournant. Dans les rues de Bamako, de Niamey et de Ouagadougou, des défilés éclatent, spontanés. Les slogans fusent, portés par des voix jeunes, fatiguées des promesses trahies. La dignité n'a pas de prix, clament-ils, préférant le risque de l'inconnu à la soumission. La fierté se mêle au vertige, car chacun sait que couper les flux financiers peut signifier des pénuries, des hôpitaux sans médicaments, des écoles privées de fournitures. Pourtant, la peur ne l'emporte pas. Les étudiants organisent des cours sous les arbres. Les mères s'échangent des astuces pour nourrir leur famille avec moins. Pour une fois, l'Afrique refuse de choisir entre 2 maîtres.
Elle accepte de tout risquer, quitte à traverser une tempête économique inédite, afin de tracer sa propre voie. L'enjeu est immense. Conquérir la liberté ou retomber dans une nouvelle dépendance, simplement repeinte. Le choix de la Jamaïque, en 1977, de refuser certains diktats du FMI, s'est soldé par des années difficiles, mais aussi par la conquête d'une identité politique propre. Cette résistance n'est-elle qu'un dernier sursaut ou le début d'une transformation profonde? Seul l'avenir le dira, mais l'histoire regorge de ces moments où le courage minoritaire finit par dessiner un nouvel horizon. En 1930, l'Inde de Gandhi a défié l'Empire britannique par la marche du sel, acte symbolique qui a ouvert la voie à l'indépendance. Mais à quel prix se gagne une telle liberté? Et qui, dans l'ombre, attend que tout bascule à nouveau? Les spéculateurs parient sur l'effondrement, les puissances surveillent chaque mouvement. Entre espoir et péril, la marge de manœuvre est fragile. Pourtant, chaque pas vers l'autonomie dessine de nouveaux possibles. Ce qui paraissait irréalisable hier est devenu, en l'espace de quelques semaines, une expérience partagée et palpable. L'Afrique, souvent cantonnée au rôle de spectatrice, s'est saisie de l'épreuve pour en faire une opportunité, donnant au monde entier une leçon de courage collectif et d'innovation institutionnelle. Les médias internationaux, longtemps indifférents, commencent à relayer ce récit, à interroger les dogmes anciens. La première matérialisation de ce sursaut a été la création du Fonds africain de souveraineté. Alimenté uniquement par les États africains, ce fonds marque une rupture profonde avec la dépendance aux bailleurs externes. Il ne s'agit plus d'implorer, mais de reprendre la maîtrise de ses propres ressources et de réinventer la solidarité régionale sur des bases nouvelles. Ce modèle s'inspire du Fonds souverain norvégien qui a permis à la Norvège de gérer sa richesse pétrolière sans dépendre de bailleurs étrangers. Au-delà des statistiques et des bilans, le récit international vacille. Même le Fonds monétaire international, longtemps habitué à imposer ses conditions sans contestation, a dû infléchir ses exigences. Sous la pression d'une opinion planétaire éveillée, le FMI a revu ses procédures, introduisant plus de transparence, d'équité et un respect inédit des souverainetés nationales. Le langage feutré des diplomates ne suffit plus à contenir la secousse. La négociation remplace la menace. Le dialogue s'impose comme seule issue. Des commissions mixtes sont créées, incluant des représentants de la société civile africaine, pour rééquilibrer les discussions. Pourtant, la victoire la plus précieuse ne se mesure pas en organigramme ou en règlement. Une idée, née du tumulte, a conquis les consciences. La dignité n'est plus un luxe lointain, mais devient le levier central de l'action. Pour la première fois, cette notion s'impose dans les débats économiques, comme une condition inaliénable de toute réforme ou partenariat. Ce changement de regard traverse les frontières, inspire les jeunesses et réveille l'imaginaire politique d'un continent. Comme lors du printemps arabe, une étincelle de dignité suffit parfois à embraser des sociétés entières. Mais ce moment reste précaire. Si ces leçons ne sont pas comprises, tout peut s'écrouler. L'initiative risquerait d'être étouffée par de vieilles pratiques, la réforme dévoyée, et le cycle de domination reprendrait, sous des formes plus insidieuses encore. Chaque avancée contient sa part de risque, mais aussi la promesse que résignation et maturité politique ne seront plus jamais confondues. C'est le défi de toute révolution, transformer l'essai, éviter la récupération. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut briser le silence, mais comment chacun, où qu'il soit, peut nourrir cette étincelle. Cela passe par des gestes concrets, soutenir les médias indépendants, encourager l'éducation critique, exiger la transparence sur l'utilisation des fonds publics. Il s'agit aussi d'apprendre des expériences passées. En Afrique du Sud, la fin de l'apartheid a été consolidée par la création de commissions de vérité et de réconciliation, permettant de panser les blessures tout en bâtissant une société plus juste. Mais un simple discours, 7 mots lancés à la tribune des Nations Unies, va précipiter l'irréversible. L'Afrique et le monde entier s'apprêtent à découvrir la véritable nature du pouvoir financier. Ce pouvoir n'est pas seulement dans les chiffres, mais dans la capacité à imposer ou à refuser le récit dominant. Le véritable renversement n'est pas d'avoir abattu un empire,
c'est d'avoir changé la définition de ce qui compte, de ce qui a de la valeur. L'histoire est riche de ces bifurcations. En 1978, le Bangladesh a fondé la Grameen Bank, révolutionnant le microcrédit et prouvant qu'une autre économie est possible. Ibrahim Traoré n'a pas seulement lancé 7 mots dans l'hémicycle. Il a fissuré le socle invisible de l'autorité financière mondiale. Là où le silence pesait plus lourd que toutes les sanctions, ses paroles ont forcé le monde à affronter une vérité nue, brutale, sans masque. Ce choc s'inscrit dans la lignée des paroles fondatrices, celles qui, comme en 1789, font entrer la société dans une nouvelle ère. Ce choc ne se mesure pas en milliers de messages ou en heures de réunions à huis clos. Il s'évalue dans la capacité d'un peuple à rejeter la résignation, dans la résonance d'une phrase qui s'inscrit dans la mémoire d'un enfant, dans la peur d'un fonctionnaire, dans l'espoir qui circule d'une ruelle à l'autre. Voilà le vrai péril pour ceux qui gouvernent par la dette, voir le courage se propager, l'obéissance vaciller, l'histoire basculer sans avertir. L'arme la plus redoutée n'a jamais été l'embargo ni la menace. C'est l'algorithme, la note, la convocation reportée, le virement retardé à dessein. C'est la bureaucratie qui sanctionne sans jamais dire le mot. Un filet invisible, serré lentement, jusqu'à ce que chaque rêve coûte davantage, chaque projet reste en suspens, chaque voix se noie dans le flot des chiffres et des procédures. Dans les années 2000, l'Équateur a osé auditer sa propre dette et annuler les contrats jugés illégitimes. Une démarche risquée, mais saluée par les mouvements sociaux du monde entier. Fermer les yeux sur cette mécanique, c'est nourrir la grande fabrique de l'obéissance. Mais ouvrir les yeux, c'est déjà fissurer la fatalité. Comprendre que le pouvoir n'est ni naturel ni sacré, il s'accroche à nos habitudes, à nos silences, à notre consentement implicite. Chaque fois qu'un peuple se lève, interroge, ose dire non, il rouvre la porte d'une histoire imprévue, insoumise. C'est ainsi qu'en 1968, les étudiants de Dakar ont rejoint ceux de Paris pour réclamer une société plus juste. Ce qui se joue ici dépasse la souveraineté d'un pays face au FMI. Il s'agit de dignité contre résignation, d'accès aux soins et à l'école contre l'arbitraire des marchés, de la capacité à transformer le désespoir en puissance partagée. Ne laissez pas les chiffres anesthésier la douleur ni la routine dissoudre l'urgence. Soyez lucide, vigilant, tisseur de votre propre récit. Comme Mandela l'a dit, cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait. Le véritable changement ne commence pas par des slogans, mais par la vigilance, la mémoire des petites humiliations, la force de refuser l'inéluctable. L'histoire n'a jamais récompensé l'indifférence. Elle appartient à ceux qui la défient. À chacun de nous de choisir, chaque jour, entre le confort du silence et la puissance du mot prononcé.